Bonjour, je m'appelle Philippe Archambault et j'ai le plaisir d'animer Cause Prévention, un balado sans risque de la STARS. Dans ce balado, nous allons à la rencontre d'expertes et d'experts, de personnes passionnées de SST, de personnes engagées sur le terrain qui collaborent à améliorer leur milieu de travail. Dans le fond, l'objectif est de causer prévention pour la promouvoir et la faire rayonner. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet dangereux, un sujet à haut risque en matière de SST, les tolérances zéro. Pour en parler, j'ai le bonheur, le grand plaisir d'accueillir mon collègue Sylvain Lecoq, conseiller en SST à la STARS. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Philippe. C'est un grand plaisir d'être là avec toi, puis aussi également avec notre auditoire. C'est un grand plaisir parler de tolérance zéro. Effectivement, c'est un sujet qui est présent dans nos secteurs, même si ça reste quand même un sujet qui je considère orphelin parmi nos risques, parce que c'est pas des risques qui sont majeurs, mais qui sont quand même présents. Pour bien camper le sujet, peux-tu définir cette notion-là de tolérance zéro et nous indiquer d'où elle vient puis où elle s'inscrit là, en matière de SST? Pour bien te répondre, on va savoir une définition au niveau de ce qu'est une cible de tolérance zéro. Ben, je vais reprendre la définition même de la CNESST que je vais lire ici pour être sûr, évidemment, de pas manquer là, les éléments importants de cette définition. Donc, la CNESST va définir une cible de tolérance zéro comme étant une priorité issue de dangers jugés intolérables, entraînant des conséquences graves pour lesquelles les mesures correctives immédiates doivent être mises en place si une travailleuse ou un travailleur est exposé à ces dangers. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce sont des dangers qui, par chance, en termes de fréquence, sont quand même très peu élevés, mais en termes de gravité, on pourrait dire ici des gravités qui sont extrêmes. Donc, quand on parle de tolérance zéro, ce qui indique qu'on pourrait avoir ici un risque soit d'avoir une lésion grave, par exemple amputation, et même voir le décès d'un travailleur ou d'une travailleuse. Donc, c'est quelque chose que la CNESST invite au niveau des employeurs d'être excessivement mais très vigilants. Ce sont des dangers qui ne pardonnent pas en milieu de travail. Effectivement. Donc, la gravité, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, amène évidemment là, une vigilance autant de la part des employeurs que des travailleurs. Mais le fait que la fréquence n'est pas très élevée, c'est un défi, autant pour les travailleurs et les travailleuses que pour les employeurs, parce qu'on se dit, oui, ils sont présents, mais à un moment donné, on vit avec, et puis il y a une forme, je vous dirais, comment je pourrais dire, on s'habitue à leur présence, puis pas qu'on les oublie, mais on y porte peut-être moins attention. On va se parler tout à l'heure de ces défis-là, mais pour le moment, peux-tu nous donner quelques exemples de tolérance zéro? Qu'est-ce qu'on entend? Là, tu nous as donné la définition globale, mais quelques exemples, puis qu'est-ce que ça regroupe en termes de risque? Donc, au niveau, encore une fois, dans la planification pluriannuelle de la CNESST, au niveau de leur secteur prévention-inspection et la planification 2024-2027, les cibles de tolérance zéro qui ont été identifiées, il y en a 10, donc il y en a une dizaine. Et parmi celles-ci, on voit l'exposition au monoxyde de carbone, chute de hauteur à partir d'une échelle. On a également effondrement des parois d'un creusement non étançonné. Et il y en a quand même plusieurs. Je te dirais que c'est pas évidemment tous ces risques-là qui sont très présents chez nous. Il y en a certains, évidemment, qui le sont plus. Donc, ce que je comprends bien, il y a ces risques-là, ils sont dans notre secteur, mais lesquels, justement, seraient les plus présents ou les plus prédominants, là, fréquents? En termes de cibles tolérance zéro, je te dirais les cibles pour lesquelles on sera contacté, nous, ici à la STAS, pour supporter nos établissements, il va y en avoir deux principales. Donc, en tout cas, qui vont ressortir davantage des 10 cibles identifiées par la CNESST. La première étant l'exposition aux zones dangereuses d'une machine. Donc, la CNESST va parler ici de pièces en mouvement et d'énergie qui ne sont pas contrôlées.
Donc, si on veut le résumer, on pourrait parler ici de cadenassage et de contrôle des énergies, puis également tout ce qui est en lien avec la sécurité des machines. La deuxième grande cible, je te dirais, auquel on sera aussi interpellé à la stase, c'est l'exposition aux poussières d'amiante lors de travaux de rénovation et de construction. On va explorer ces deux cibles-là en particulier là, dans le cadre de notre balado. Donc, on va reprendre la première. On va poursuivre donc avec ce que tu as nommé l'exposition aux ondes dangereuses d'une machine. En la décrivant, tu as parlé de sécurité des machines et de cadenassage, du contrôle des énergies. C'est quoi la différence entre ces types de mesures de prévention, au fond? Quand on parle cadenassage, contrôle des énergies, sécurité des machines. Lorsqu'on parle de sécurité machine, on va parler ici d'une machine qui est en fonction. Donc, c'est-à-dire un travailleur, une travailleuse, un opérateur d'une machine qui va l'utiliser. Bien, évidemment, il y a des risques. S'il y a des risques en lien avec un convoyeur, une scie ou un objet qui pourrait également me frapper. Donc, on parle ici de sécurité des machines. Et là, on va parler, par exemple, d'installer un protecteur donc sur une machine pour éviter qu'un travailleur ou une travailleuse, que sa main puisse rentrer en contact avec une zone dangereuse. Ça, on parle ici de sécurité machine. Et c'est souvent, je vous dirais, je te dirais la différence entre la sécurité machine et le cadenassage et le contrôle des énergies. C'est parfois deux éléments qui sont un peu de confusion au niveau des la compréhension de ces deux risques-là. Le cadenassage, le contrôle des énergies, lui, cette notion-là va apparaître lorsqu'on va aller intervenir pour faire, par exemple, un entretien, une réparation, un changement d'une pièce sur un équipement. Donc, ce n'est pas un opérateur en train de faire marcher une machine, mais bien, par exemple, penser à un mécanicien qui, lui, va faire un job d'entretien. Et là, bien évidemment, là, il doit sécuriser la zone dangereuse pour pouvoir faire le changement, par exemple, d'une pièce ou une réparation. Au fond, quand on parle de cadenassage, ça sous-entend que la machine est à l'arrêt et hors service, autrement dit. Oui, si on parle de cadenassage, ça va être le cas. Si on est plus au niveau du contrôle des énergies, c'est qu'il y a aussi un entretien qui va se faire, mais le mécanicien ou le travailleur, travailleuse qui va faire l'entretien de la machine doit avoir la machine en fonction. Donc, c'est-à-dire, je veux faire, bon, c'est l'expression anglophone, faire du fine-tuning, du réajustement. Il faut que je vois la machine en opération, mais d'aucune façon, lorsque je vais faire l'entretien ou en tout cas l'ajustement de la machine, il y a un risque que la machine démarre et que le travailleur, la travailleuse, un mécanicien qui est en train de faire l'entretien, ben, ses mains soient exposées à un risque. Donc, le cadenassage, tu as raison pour ça. Là, c'est vraiment, on s'assure que la machine soit à l'arrêt puis aucune source d'énergie résiduelle qui alimente la machine. Mais pour son entretien, ben ça, évidemment, là, c'est autre chose. Pour bien comprendre aussi, ton exemple est bon ici. Si on parle de sécurité versus cadenassage, si on prend l'exemple d'un travailleur, par exemple, une travailleuse qui va opérer dans une buanderie un appareil pour plier des débarbouillettes, qu'on appelle une plieuse dans le jargon là, des buanderies. Mais le travailleur, la travailleuse qui opère la machine, une débarbouillette pourrait tomber au sol, en dessous de la machine ou à côté, et le travailleur voudrait peut-être prendre la débarbouillette pour la replier. Là, on est en sécurité machine. On ne voudrait pas que le travailleur, lorsqu'il va aller saisir la débarbouillette, que sa main soit évidemment là, prise ou enroulée dans le système là, de pliage. On est en sécurité machine. Si, dans le cas où la débarbouillette reste prise dans la mécanique, dans le mécanisme, et là, il faut vraiment ouvrir la machine pour aller retirer la débarbouillette et même réparer la machine s'il y a lieu, là, on va tomber dans du cadenassage. Le travailleur va mettre la machine, évidemment, le système à l'arrêt, va mettre aussi à énergie zéro toute source qui alimente la source d'énergie qui alimente la machine, donc soit l'électricité ou autre source d'énergie, et va faire le travail. Très éclairant comme exemple, comme situation de travail. Les deux scénarios nous permettent vraiment bien de distinguer les deux types de mesures de prévention. C'est deux moments, finalement, j'allais dire de rapport à la machine ou du rapport à l'équipement, deux
deux pratiques complémentaires. Mais là, je suis en train de me dire que ce risque-là, si on était dans un secteur plus industriel, j'imagine que cette tolérance zéro-là, elle est apparente, on l'a sous les yeux pratiquement en permanence. Mais quand je pense à notre secteur, je me dis que ça doit être moins apparent. Tu évoquais les buanderies, mais il y a moins de machines, il n'y a pas de chaîne de montage, par exemple. Et cet aspect-là, donc, du risque moins apparent, j'imagine que ça entraîne des défis, sans doute dans la prise en charge même du risque. Effectivement, si on parle de sécurité machine et également de cadenassage et contrôle des énergies, c'est un défi pour les milieux de soins parce que, comme tu l'as souligné tantôt, un établissement de santé, encore une fois, je prends une expression anglophone, là, son core business, c'est de soigner du monde. Donc, on n'est pas là pour fabriquer des produits, on n'a pas des lignes de montage, comme tu l'as si bien dit tantôt. En début de rencontre, je te disais que c'est un peu des risques orphelins parce qu'on ne les voit pas. Puis, je te dirais même, des fois, on pense qu'ils ne sont pas présents chez nous. Mais lorsqu'on donne des formations cadenassage et également contrôle des énergies à la STAS, quand je rencontre des groupes de travailleurs et travailleuses issus des services techniques, et là, je leur montre des situations où on pourrait se faire frapper, enrouler, couper, et je passe l'énumération là, de dangers. Mais ils reconnaissent que tous ces dangers-là sont présents dans nos milieux, que ce soit une laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle, des convoyeurs, des portes de garage qui s'ouvrent. Si on regarde au niveau des services alimentaires, les appareils, tout ce qui est les mélangeurs à aliments, donc, et j'en passe. Mais là, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est pas une usine, ils sont moins présents, mais ils sont tous présents. Donc, je dirais, le défi, c'est que ces risques-là ne doivent pas être oubliés. Ils sont présents, mais effectivement, je te dirais qu'on a tendance à penser que un hôpital ou en tout cas un milieu de soins, c'est pas une usine, puis ces risques-là n'existent pas. Et c'est, je dirais, le défi là, pour les établissements de gérer puis de conserver ces risques-là tout aussi important, parce que ça prend qu'une fraction de seconde, malheureusement, pour avoir des conséquences graves en lien avec une machine. Mm-hmm. Il y a quelques années, dans le cadre d'un article qu'on a fait pour notre revue OP, on avait rencontré là, une gang de Québec qui avait élaboré toute une démarche en sécurité des machines. Et ça faisait pas très longtemps que j'étais à la STAS. J'avais été étonné de découvrir que dans les grands établissements de santé qu'on appelle les CIUS, il y avait même des ateliers de soudure, des ateliers de travail. Tout à fait. Donc, j'imagine dans ces milieux-là aussi, c'est un risque un petit peu plus présent. Je te dirais aussi avec ces risques-là, c'est que, et tout à l'heure, comme je te disais, oui, la gravité, elle est extrême s'il y a une conséquence grave pour un travailleur, mais la fréquence est tellement peu présente que parfois on l'oublie un peu. Et ce qu'on va entendre souvent, c'est que c'est une petite job, là. Tu sais, je vais faire juste un petit ajustement sur une machine, fait que on va pas la cadenasser. Tu sais, ça prend pas beaucoup de temps. Ça fait des années que j'entretiens cette machine-là. Il ne s'est jamais rien passé. Donc, pourquoi est-ce que je perdrais du temps à cadenasser la machine, donc à isoler les sources d'énergie? Toute tâche qui va nécessiter un travail sur une machine qui est toujours alimentée en énergie nécessite une très grande planification et des mesures de prévention qui sont très sévères, là. Sinon, les risques sont très importants pour les travailleurs. Et encore une fois, ça prend juste une fraction de seconde pour avoir des conséquences graves. Exact. Il ne faut jamais baisser sa garde parce que des fois, on peut se faire prendre par des habitudes, des mauvaises habitudes. Ah, il n'y a jamais rien arrivé. Comme tu disais, ça prend 2 minutes. Puis, mais face à une tolérance zéro, on ne peut pas se permettre ce laxisme-là ou cette prise de risque-là. Non. Les conséquences pour un travailleur et une travailleuse sont aussi importantes. Et c'est pour ça que la CNESST les a identifiées comme étant une cible de tolérance zéro. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième cible, la seconde tolérance zéro là, que tu as identifiée d'emblée, ouais. C'est-à-dire l'exposition aux poussières d'amiante.
C'est un risque un peu plus connu que le précédent. Même le grand public le connaît bien. On a tous entendu parler d'amiante et des risques associés à l'exposition. Mais encore une fois, je dirais, on ne l'associe pas, cette tolérance zéro-là, naturellement, aussi spontanément que ça, à notre secteur d'activité, donc les affaires sociales. Effectivement, au niveau, de la poussière d'amiante ou l'exposition aux fibres d'amiante, le risque, il est présent. On est quand même souvent contacté aussi à la STAS pour, supporter les milieux, pour ce risque-là. Pourquoi est-ce qu'il est présent dans nos secteurs? Ben, essentiellement, le parc immobilier, au niveau du réseau de la santé, des services sociaux, ben, c'est des bâtiments qui datent, des années, avant les années 70 et 80. À ces périodes-là, mais évidemment, de l'amiante, on en retrouvait dans plusieurs matériaux de construction, dont le gypse, le plâtre, les tuiles de plafond, les tuiles de plancher, les matériaux isolants également pour les conduites au niveau de la chaufferie. Donc, c'est des risques qui sont très présents. Tout à l'heure, tu indiquais, ben, c'est encore une fois un risque qu'on n'associe pas à notre secteur. Ben, parce qu'on pense pas qu'on fait de la construction, puis on pense pas qu'on fait de la rénovation. Mais un bâtiment, c'est un milieu qui nécessite constamment une maintenance, puis on le vit avec notre réseau. On doit évidemment investir des sous pour son entretien. Donc, la construction, la rénovation, il y en a constamment. Et l'amiante, ben, est un risque qui doit être pris en compte à chaque fois qu'on va intervenir auprès d'un matériau qu'on va devoir retirer. Puis en retirant, on va le briser. Parce que pour ce qui est au niveau de la poussière d'amiante, ce qu'il faut préciser, c'est que si le matériau en question demeure intact, j'ai un mur de gypse, dans le gypse en tant que tel, à l'époque, on avait intégré de l'amiante pour le rendre plus résilient, résistant aussi à une résistance aux incendies. Tant autant que le mur de gypse ou le plafond qui a été floqué avec de l'amiante ou une tuile de plancher qui est intacte, il n'y a pas de danger pour qui que ce soit parce que la poussière d'amiante n'est pas accessible aux voies respiratoires des travailleurs. Ben, lorsqu'on va rénover, ben là, évidemment, on va briser ou si on va percer des trous dans un mur pour installer là, que ce soit différents éléments, mais là, on vient briser et là, on peut mettre en suspension, malheureusement, là, la poussière d'amiante. Et là, les travailleurs peuvent s'en exposer. Là. C'est clair. Et on comprend le risque, mais sur le terrain, là, de manière générale, est-ce que ce risque-là, qui est quand même assez pointu, oui, on en entend parler, mais est-ce que la prise en charge de ce risque-là euh, vient avec des défis, voire des obstacles, que ce soit d'ordre technique ou d'ordre lié aux connaissances aussi, où généralement les milieux sont bien renseignés, bien informés et ils savent déjà quelle procédure suivre. De ton expérience. OK. En termes de prise en charge du risque au niveau de la poussière d'amiante, en choisissant ces deux types de terrain zéro qui sont présents chez nous, si on parle de sécurité machine et contrôle des énergies et l'amiante, on a vraiment ici deux cibles où les conséquences pour les travailleurs sont très différentes. D'un côté, c'est une conséquence qui peut être immédiate, c'est-à-dire ma main reste prise dans une machine, puis là, j'ai des conséquences très graves pour moi, mais c'est vraiment assez immédiat. L'amiante, une autre type de tolérance zéro, cette fois-ci, les conséquences peuvent apparaître chez un travailleur sur plusieurs années d'exposition. Dans le côté, au niveau des risques liés à une machine, ben on se dit oui, c'est très grave, mais ça n'arrive jamais, donc ça ne m'arrivera pas. Pour ce qui est de l'amiante, ben, essentiellement, oui, ça peut prendre une longue période d'exposition. C'est pas tout le monde qui va en souffrir. Donc, j'ai toujours des situations aussi où j'ai un travailleur qui va dire, ben moi, j'ai un ami quand j'étais jeune, il restait dans un endroit qui avait de l'amiante, puis tu sais, les gens s'en pitchaient et puis trouvaient ça drôle, puis dans le fond, Sylvain dit, il n'y a personne vraiment qui en est mort. Ben, j'en suis un exemple, moi, évidemment, patent de cette situation-là. Moi, mon grand-père était mineur à asbestos. Mes grands-parents ont passé, évidemment, leur vie à asbestos. Et moi, mes étés, avec mon frère et mes cousins, mais je les passais là, à asbestos, qui s'appelle maintenant Val-des-Sources. Bon, c'est correct, là. C'est un changement de nom, mais pour moi, j'avais un lien affectif avec, évidemment, avec le nom d'asbestos, parce que ma grand-mère et mon grand-père y vivaient. Mon grand-père, sa grande chance, c'est que... Bon, sa grande chance.
c'est la grande chance, là, mais ses amis, à l'époque, je me rappelais, il me parlait beaucoup de ses amis qui décédaient des conséquences d'une exposition à l'amiante, soit l'amiantose ou le cancer des poumons. Et mon grand-père, à l'époque, lui, il avait une réaction cutanée lorsqu'il était à la mine, puis ce qui l'a amené à travailler plus au niveau du transport des marchandises, donc l'amiante qui est transportée par train. Il est pas mal d'amiantose, mais il était devenu sourd complètement parce qu'à l'époque, au niveau des trains, les bruits étaient intenses. Puis à l'époque, on parle des années 50, il n'y avait absolument aucune protection pour les travailleurs à ce niveau-là. Moi et mon frère, je reviens à l'histoire de s'en pitcher en pleine gueule de l'amiante. Ben, pour ceux qui connaissent un peu les secteurs, que ce soit Thetford Mines ou Asbestos, les montagnes de résidus, donc une fois qu'on a extrait l'amiante, ben là, les pierres qui sont plus utiles pour la production sont déposées sur des montagnes de résidus qu'on appelle la tailing. Et ma grand-mère, quand j'étais jeune, ce qu'elle nous disait à moi et mon frère, quand on avait 10-12 ans, allez pas jouer sur la tailing. Bien évidemment, aller dire ça à deux jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est une invitation. C'est une invitation à aller se pitcher sur la tailing, puis on envoyait de la pierre, on avait vraiment des balais d'amiante, on s'en pitchait ça essentiellement. Est-ce que le risque est important pour moi et mon frère à l'époque? L'amiante, son danger, c'est lorsqu'elle est vraiment fine particules. Et là, on peut les inhaler, puis ça peut atteindre évidemment les voies respiratoires plus profondes. C'est pas une bonne raison pour indiquer que si je travaille sur un mur qui a de l'amiante dessus, ben je dois rien faire. Au contraire, là, l'amiante, elle est vraiment produite malheureusement en fines particules, et c'est là que le risque d'exposition aux travailleurs apparaît, là. Fait que ça, je vous dirais, c'est l'autre raison qu'on me donne parfois pour être un peu moins vigilant avec l'amiante. Et au contraire, vous devriez l'être encore plus lorsque vous travaillez avec des matériaux qui sont endommagés, puis on doit les retirer, les modifier ou les rénover, là. C'est drôle, à t'écouter, j'ai l'impression que ces deux tolérances zéro-là, dans leur effet, dans leur manifestation, elles sont très différentes, mais qu'on a un peu le même, je dis problème, entre guillemets, dans la prise en charge. On se retrouve à peu près dans la même situation au niveau de la prise en charge. Est-ce que tu partages cette impression-là? Je partage cette impression-là. Ça reste deux tolérances zéro qui, encore une fois, comme je reviens tantôt, un milieu de soins, mais c'est pas une entreprise de construction, c'est pas non plus une usine qui fabrique des objets. Donc, on a tendance un peu à les mettre, je ne sais pas de côté, mais à les mettre moins en priorité dans nos sites d'intervention en santé sécurité du travail. Et effectivement, là, on devrait tout au contraire les mettre en relief, et surtout considérant que c'est des risques comme analyse, travailler davantage pour les contrôler, là. Parlant de prise en charge, on va aborder le segment prévention de notre entretien. Peux-tu nous indiquer les grandes lignes ou les éléments clés justement dans la prise en charge de ces deux tolérances zéro-là? Oui, donc pour la prise en charge de ces deux tolérances, de ces deux tolérances zéro qu'on vient de présenter, je reprends le modèle de la prise en charge de la stase. Donc, on a, je vous dirais, la bulle principale qui est l'élément mobilisation. Donc, c'est-à-dire une prise en charge d'un danger, peu importe lequel, si un milieu n'est pas mobilisé pour le prendre en charge, je vous dirais, c'est un peu peine perdue. Si on parle de mobilisation, ça prend évidemment un engagement, un soutien de la direction. Et quand je parle de direction, c'est pas de s'arrêter uniquement à la direction des services techniques, par exemple, ou la santé ou du service de santé sécurité du travail. Donc, la direction des services techniques, oui, évidemment, ils sont très impliqués dans ces deux cibles de tolérance zéro. Mais comment je pourrais dire, la prise en charge doit se prendre à un niveau supérieur, au niveau de la direction de l'établissement, pour qu'ils puissent avoir les moyens, autant au niveau ressources humaines, financiers et techniques, pour pouvoir les gérer. Pour moi, c'est une prise en charge de l'établissement au complet, et c'est une directive qui émane. Parce qu'encore une fois, est-ce que l'amiante et les risques de sécurité machine sont juste liés au service technique? La réponse est non. Un travailleur, une travailleuse au service alimentaire
qui n'est pas dans un service technique, qui travaille dans une cuisine essentiellement, s'expose aussi à la sécurité machine. De l'amiante, peut être un travailleur, une travailleuse en milieu, il y a de l'amiante, sans que je sois les services techniques, je peux être aussi exposé. Je peux voir également un trou dans un mur. Oh, on m'a déjà dit qu'il y a peut-être de l'amiante ici. Ben, qui j'informe? Donc, de penser que c'est juste au niveau des services techniques de la prise en charge, non, elle est pour l'ensemble de l'établissement. Et en termes de mobilisation, c'est tout le milieu qui doit être évidemment mis au fait de ces risques-là. Et je te dirais que pour ce qui est bon, ouais, en termes d'amiante, je l'ai aussi résumé. Donc, pour moi, ça prend une mobilisation qui est significative de la part de la direction. C'est l'élément clé, le point de départ, mais aussi le fil conducteur dans toute cette démarche de prise en charge des tolérances zéro, mais aussi des autres risques. Là, effectivement, puis qui doit être présent tout le long du processus. Que tantôt, on peut en parler davantage, là, mais souvent, on va être... je reprends un peu un exemple que j'avais d'un de mes profs à l'université. Il dit, quand on a une grosse situation à gérer, on a un gros caillou, une grosse pierre dans un chemin, on se met tous ensemble, on retrousse nos manches, puis on règle la grosse roche, on la retire du chemin, puis on poursuit notre chemin. Et ça, on est très mobilisés, on est très, très impliqués, mais le risque demeure toujours présent, là. Et là, ça devient la petite pierre dans ton soulier qui te dérange, puis à un moment donné, mais on l'oublie un peu. Et la mobilisation doit être présente, oui, si on veut prendre en charge le risque, mais également dans je pourrais dire, la pérennité là, de la gestion du risque. Et je vous dirais, le défi de bien des milieux, de développer des procédures, des politiques, je pense que plusieurs en ont, mais d'assurer la pérennité, puis d'avoir la même, comment je pourrais dire, la même intensité en termes d'investissement, prévention, ben ça, je vous dirais, c'est le défi qui est constant dans les milieux, dans nos établissements, surtout pour 2 cibles de tolérance zéro, qui sont peut-être moins saillantes que dans les secteurs industriels. Là. Tout à fait. Tu as évoqué donc le premier élément là, du schéma de prise en charge à SST qu'on a développé à la STAS, qui est l'élément de mobilisation. Tu as fait un clin d'œil au dernier élément qui est amélioration, mais qui comporte les activités de suivi, qui permet justement de rendre durables les mesures, les prises en prévention. On sait que les 2 autres éléments, maintenant, il y a la planification, la réalisation. Côté planification, qu'est-ce que tu aurais à dire des grandes lignes côté planification, qui est non pas le second moment, mais le second élément de ce modèle de prise en charge? Ouais. En termes de planification, je te dirais que le nerf de la guerre, c'est identifier les zones, les situations à risque. C'est-à-dire identifier, si on parle d'amiante, par exemple, ben, où retrouve-t-on de l'amiante? Où pourrait-on en retrouver de l'amiante dans un bâtiment? Si on parle, par exemple, de sécurité machine ou également de cadenassage et contrôle des énergies au niveau des machines, mais encore une fois, dans quelle situation un travailleur pourrait s'exposer? Ça, il faut d'abord faire, je vous dirais, un peu l'inventaire de ces situations-là. Une fois identifié, autant au niveau de l'amiante qu'au niveau sécurité machine et contrôle des énergies, cadenassage, là, par après, là, on peut développer là, tout ce qui est en termes de procédures, d'outils et de formation pour les travailleurs. Mais si vous n'avez pas une idée claire où on s'expose au danger, ben, la planification, pour moi, c'est ça. Puis, en termes de planification, si on a un seul objectif à atteindre, c'est qu'avant de faire une job d'entretien, que ce soit là, sur une machine ou faire un travail de rénovation, de réparation sur une structure d'un mur, s'il y a de l'amiante, par exemple, le travailleur doit connaître, avant même de se rendre sur les lieux, de savoir, ben écoute, en termes de risque, exposition à l'amiante, ben dans ton travail que tu vas aller, oui, effectivement, il y a un risque associé à l'amiante. Voici les mesures de prévention que tu dois appliquer. Et si le travailleur, la travailleuse n'est pas sûr des mesures à prendre, ben, s'informer auprès de son employeur, évidemment, et l'employeur également s'assurer que les mesures soient prises. C'est toujours le nerf de la guerre, hein? C'est de connaître les situations dangereuses, les identifier, les analyser pour pouvoir bien se prémunir, pouvoir bien s'équiper
et essayer de prévenir le plus possible Ouais. les accidents de travail. J'ai hésité pour la réalisation parce qu'effectivement, on met beaucoup d'emphase sur le travail qu'on doit faire, Oui, mais la planification, pour moi, c'est toujours là le nerf de la guerre, hein. Donc, oui, en termes de la réalisation, ce que je peux apporter, c'est de s'assurer que ben, le registre, parce qu'on doit, dans les milieux qui a de l'amiante, évidemment, il y a un registre d'amiante. Le registre sert à faire quoi? Ben, identifier les endroits, évidemment, qu'il y a de l'amiante. Et si on fait un travail, ben, on doit l'indiquer, évidemment, dans notre registre. Ben, ça peut faire partie aussi de l'aspect réalisation du travail. Et en termes d'amélioration, pour les deux cibles de tolérance zéro ici, que ce soit également le cadenassage et le contrôle des énergies ou l'exposition à la poussière d'amiante, ben, si effectivement on observe peut-être soit des lacunes ou des situations qui peuvent être améliorées, ben là, les proposer en équipe. Par exemple, un travailleur applique une fiche de cadenassage, donc une procédure de cadenassage, il l'applique, puis on se rend compte dans l'application de la procédure, oups, il y a un petit manquement. mm, L'amélioration, ça serait de revoir évidemment la procédure pour s'assurer qu'étape par étape, tout le monde la comprenne bien. Parce qu'une fiche de cadenassage va être utilisée par les travailleurs et travailleuses qui ont été mandatés pour la créer. L'amélioration, pour moi, c'est s'assurer que toute personne dans l'établissement, et également aussi les contracteurs externes, dont vous avez aussi des sous-traitants qui viennent travailler dans votre secteur, eux devraient aussi être capables d'utiliser vos procédures et qu'ils les comprennent très clairement. L'amélioration, ben, c'est s'assurer que votre système est toujours à jour, toujours adéquat et surtout qu'il y a une pérennité. Tu parlais de la fiche de cadenassage, puis ça évoquait en moi, puis c'est souvent ça, un des éléments très, très importants en prévention, c'est établir un langage commun. Oui, Que là, c'est vrai pour une fiche de cadenassage, mais c'est vrai aussi pour les politiques, les procédures, pour que cette référence-là, soit comprise de tous, de tous les intervenants, de toutes les personnes qui ont affaire à une situation de travail particulière. à ton point où tu disais ça prend un langage commun, clair, une compréhension commune, et ça revient un peu à mon point d'amélioration, c'est que si moi je prends ta procédure et toi tu l'apprends, puis on a deux différentes lectures, il faut retravailler cette procédure-là et retravailler aussi la formation également des travailleurs et travailleuses pour qu'on ait cette même compréhension-là là, du risque et également de la prise en charge de ces risques-là. C'est un peu le défi qu'on a quand on parle de pérennité en d'amélioration, c'est que les procédures doivent être constamment révisées. On ne peut pas se dire, ben écoute, on a écrit une procédure maintenant, elle va être bonne pour les prochains 10 ans. Les systèmes évoluent, les machines évoluent, les travailleurs changent, les langages changent aussi. Donc, ça, c'est le défi constant, je te dirais, là, en termes de prise en charge des risques, et pas juste au niveau de ces deux cibles de tolérance zéro, là. Excellent. Eh bien, tu le croiras pas, cher collègue, on atteint déjà la fin de notre entretien et pour être fidèle à nos habitudes en cause prévention, on demande toujours à notre invité de nous laisser sur un conseil paritaire, donc, hein, qui s'adresse à la fois aux gestionnaires, travailleuses et travailleurs, pour la route. Donc, aurais-tu un conseil, une perle de sagesse Une perle de sagesse avec toi, pour nous? Philippe. Qu'est-ce que je peux amener de plus sage que toi? Ben, je te dirais, au niveau de ces deux risques, peut-être, je t'ai parlé un peu, tu sais, on a des procédures, on a beaucoup d'écrits. Le défi, c'est de faire vivre ces procédures-là. Le défi, c'est de faire vivre ces écrits-là. Donc, tu sais, de mettre beaucoup d'emphase sur les procédures et les politiques, oui, c'est une chose, mais mettez aussi autant d'emphase, sinon plus, sur le faire vivre dans les milieux, assurer la pérennité. Excellent. Merci Sylvain pour ces conseils, pour l'entretien aussi. Merci pour votre écoute. On vous invite à consulter les documents en référence qui apparaissent dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé ce balado, partagez-le et laissez-nous un commentaire. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode pour causer prévention. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le
et laissez-nous un commentaire sur votre plateforme préférée. On se retrouve bientôt pour causer prévention.